c'est la rentrée des classes pour moi aussi. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous souhaiter à tous une très bonne année 2023, tous ceux qui nous suivent au ministère de l'Intérieur. Merci à tous d'être présents pour ce Twitter Space, le premier de l'année, qui va commencer un peu plus tôt que d'habitude. La plupart du temps, on réalise ces Twitter Space plutôt en soirée parce qu'il y a plus de monde et puis on est soit chez soi, soit on a un peu plus de temps pour se connecter et pour discuter des sujets. Mais là, nos intervenants avaient quelque chose déjà prévu ce soir, si vous voulez tout savoir. Donc, on l'a fait un peu plus tôt, mais j'allais dire, c'est pas très grave, parce que ce sujet de la lutte contre la haine en ligne est un sujet vraiment important qui nous tient beaucoup à cœur au ministère de l'Intérieur et des Outre-mer. Et d'ailleurs, c'est un sujet qui nous a vraiment été réclamé par les tweetos, par les socionos sur différentes plateformes et réseaux sociaux. C'est un sujet, je pense, qui nous intéresse tous. Moi, la première, j'adore les réseaux sociaux et on y est tous pour plein de très bonnes raisons et on a tous une sorte de magie que l'on a vécue autour des réseaux sociaux, des rencontres ou des publications sur les réseaux sociaux qui ont été vraiment hors du commun. Mais c'est aussi un lieu, malheureusement, où il y a du cyberharcèlement, où il y a parfois de la haine en ligne. Je pense que ça vous est tous arrivé, tout comme moi. Des fois, on voit des choses totalement inadaptées sur les réseaux sociaux. On se dit, waouh, 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 qu'est-ce qu'on fait de ça? Comment ça se passe, les signalements? Comment se prémunir de tous ces dangers-là? Comment faire de la prévention pour les plus jeunes aussi? Et donc, on est là aujourd'hui pour parler de tous ces sujets, notamment de la haine en ligne, du cyberharcèlement, de l'apologie de la violence aussi. Et donc, un grand merci à mes 4 intervenants qui sont en train de se connecter. Je les vois apparaître et je vais les faire monter dans la room pour discuter avec nous de ces sujets. Alors, je vais leur laisser la parole dans quelques instants. Ils se présenteront. Jean-Baptiste pour la police nationale qui nous parlera notamment de Pharos. Aurélie qui est lieutenant-colonel de gendarmerie et qui travaille justement contre les crimes de haine. Merci à vous deux d'être présents. Et puis 2 associations ONG avec lesquelles on travaille régulièrement. Justine pour e-enfance. Merci beaucoup à vous d'être présente et Philippe qui est à l'ONG Respect Zone. Donc un grand merci à tous d'être présents. Et sans plus attendre, je vais commencer par laisser la parole peut-être à la gendarmerie nationale que je vois connectée et peut-être à toi Aurélie. Peut-être je vais te laisser te présenter, expliquer tes missions. Et comme ça, pendant ce temps, je vais faire monter tous les intervenants dans la room. Aurélie, je ne sais pas si tu m'entends. Oui. Bonjour. Bonjour. Donc effectivement, je me présente. Je suis le lieutenant-colonel Aurélie, donc affectée au sein de l'Office central chargé de la lutte contre les crimes contre l'humanité et les crimes de haine. Plus particulièrement au sein d'une division qui a été créée à l'été 2020, dans un contexte un peu particulier qui faisait suite à de nombreuses dégradations qui avaient été commises dans des cimetières juifs dans l'est de la France. Donc cette division est la division de lutte contre les crimes de haine. Comme son nom l'indique, elle est chargée effectivement d'enquêter s'agissant des infractions les plus graves, qui répondent à un mobile discriminatoire, sachant que notre compétence s'étend à la fois sur les infractions qui peuvent être commises en ligne, mais également sur les infractions qui sont commises dans la vie de tous les jours, c'est-à-dire qu'on couvre à la fois le spectre des comportements haineux, mais également celui des discours et des propos haineux, et notamment ceux qui sont effectivement tenus sur la toile. On est une division qui compte une dizaine d'enquêteurs qui sont formés effectivement pour travailler plus particulièrement sur la haine en ligne, mais on s'appuie sur l'ensemble à la fois des unités de gendarmerie, mais également des services de police, puisqu'on est un office central, donc on travaille également avec les services de police, et donc on s'appuie sur toutes ces unités-là pour mener nos enquêtes. Voilà brièvement ce que je peux dire concernant notre activité. Merci, c'est très clair et je pense que tu développeras tout à l'heure aussi sur ce qu'on appelle la judiciarisation, comment on mène des enquêtes, comment on collecte les preuves, parce qu'on imagine bien que dans le domaine numérique, il y a des spécificités. Donc je te redonnerai tout à l'heure la parole. Peut-être maintenant pour la police nationale, on a Jean-Baptiste qui est avec nous et qui est commandant de police. Oui, bonjour Jean-Baptiste, commandant de police. Bonjour, enchanté. Bonjour, et chef de la plateforme Pharos. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est Pharos? Parce que c'est un acronyme peut-être un petit peu compliqué, même si on l'utilise beaucoup
sur les réseaux sociaux notamment, nous expliquer Bien sûr. ce à quoi ça correspond et comment ça fonctionne? Alors, Pharos, effectivement, c'est un acronyme qui signifie plateforme d'harmonisation, d'analyse, de recoupement et d'orientation des signalements. C'est un dispositif qui existe depuis 2009, qui est mixte, puisqu'il réunit à part égale, en principe, policiers et gendarmes. Et par ailleurs, nous fonctionnons en H24/7, 24 heures sur 24, toute l'année, chaque jour. Notre raison d'être, c'est de recueillir des signalements faits notamment par des internautes particuliers, mais pas exclusivement, qui auraient observé des comportements ou des propos illicites sur Internet. Et propos qui nous sont rapportés, auxquels nous réagissons et nous trouvons une issue qui peut être judiciaire, très souvent, mais pas uniquement. Étant précisé que chacun des signalements, chacune de ces déclarations qui est faite par un internaute est traitée en temps réel par les membres de la plateforme Pharos. Et qu'à côté de ça, au-delà des signalements pour des comportements illicites, des contenus illicites, pardon, nous allons aussi prendre en charge tout ce qui est urgence vitale, au premier rang desquels les tentatives de suicide, en tout cas plus précisément, lorsque quelqu'un fait savoir sur les réseaux sociaux, par exemple, qu'il veut mettre fin à ses jours. C'est-à-dire que vous veillez finalement, vous avez des mots-clés où ça bip chez vous quand il y a une personne qui fait comme ça Non. On mène différents types d'actions. Effectivement, on peut être amené sur certaines thématiques et dans certains cas de figure à mener des veilles actives et aller chercher du matériau, si j'ose dire, à les constater par nous-mêmes. Sinon, c'est sur signalement, principalement. Sur signalement, sachant qu'on a une très grosse volumétrie, plusieurs centaines de milliers de signalements chaque année. Donc, c'est déjà, si j'ose m'exprimer ainsi, du gros œuvre. C'est un matériau très, très dense, très conséquent. Alors, concrètement, à Pharos, donc, c'est là où vous réceptionnez tous les signalements. Oui. Est-ce qu'il y a beaucoup de signalements pour du cyberharcèlement ou est-ce que c'est une toute petite partie de votre travail? Alors, déjà, le cyberharcèlement en soi, ça peut avoir plusieurs exceptions. Si on va plus largement que ça et qu'on essaye de quantifier la haine en ligne, on a entre 13 et 15 000 signalements qui ont spécifiquement trait à de la haine en ligne, hors les questions de terrorisme ou d'apologie du terrorisme. Si on évacue les sujets terroristes, à peu près 5 000 signalements qui sont relatifs, 13-15 000 signalements haine en ligne par an, ouais. D'accord, donc c'est quand même conséquent. C'est conséquent et il ne faut pas, je pense, s'attarder à la volumétrie dans la mesure où, d'abord, c'est une priorité nationale. Je pense que les autorités ont bien compris et de longue date, que Internet n'était plus cet espace un peu bon enfant du début, et que ça pouvait être un déversoir de haine, et qu'en outre, si vous voulez, les retentissements des cyberharcèlements, des manifestations de haine sur les personnes sont considérables, peuvent être extrêmement préjudiciables moralement jusqu'à potentiellement conduire les internautes qui en sont victimes, oui, tout à fait. Mais c'est vrai qu'il y a eu cette prise de conscience progressive et que je pense que nous, les services des forces de l'ordre, finalement, on s'est aussi transformé pour faire face à cet afflux, à ce besoin au fur et à mesure. Et je crois savoir que vous avez vachement grossi ces derniers temps à Pharos. Au début, vous étiez une poignée et puis maintenant, vous êtes un service très conséquent et qui fonctionne tout au long de la journée et de la nuit. Absolument, puisque là, on a grosso modo 50 personnes à Pharos, ce qui est conséquent. On travaille 24 heures sur 24. En ce qui concerne spécifiquement la haine en ligne et discrimination, nous avons créé une cellule dédiée parce que c'est un sujet particulier qui se traite de manière particulière. Et les agents qui composent cette cellule sont spécialisés et ils vont à la fois traiter par eux-mêmes des signalements qui sont, si j'ose dire, tagués haine en ligne parce que c'est très spécifique, et judiciarisés, mais également se livrer à des veilles par eux-mêmes sur des sujets du moment. D'accord, merci beaucoup Jean-Baptiste. Je pense qu'on reviendra vers vous tout à l'heure pour bien comprendre aussi qu'est-ce qui se passe quand on signale, qu'est-ce qui est déclenché, c'est quoi le déréférencement, la suppression de contenu, tout ça. Je pense que c'est des termes
qui sera important de définir. Mais je Bien vais, sûr. sans plus attendre, laisser la parole à nos deux autres intervenants qui sont très importants pour nous, qui sont tous les deux du secteur associatif et des ONG. Je vais peut-être commencer par Respect Zone. Je ne sais pas si vous m'entendez. Bonjour Oui, Philippe. bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup Philippe d'être Cohen, avec bonjour. nous. Peut-être vous présenter et présenter votre ONG, peut-être nous dire un peu comment on travaille ensemble finalement, les forces de l'ordre et des ONG comme la vôtre. Donc en fait, on fait partie, Respect Zone, du corps des acteurs qui tentent de pouvoir aider à signaler, qualifier, éduquer, remédier, penser les plaies. Et puis aussi essayer de pouvoir faire avancer les textes qui sont attendus pour pouvoir encadrer des technologies qui sont toujours en pleine évolution. Par exemple, en ce moment, on essaye de réfléchir à comment est-ce qu'on doit adapter les textes existants et incomplets à une technologie qui est émergente, comme le métaverse, qui arrive dans quelques heures ou quelques semaines ou quelques mois. Et ça fait partie des rôles que l'on doit incarner avec la société civile et toutes les associations du secteur qui s'intéressent à la fois, comme cela a été très bien dit, à la lutte contre le cyberharcèlement, mais aussi contre la haine en ligne et la radicalisation en ligne. Donc, Respect Zone, c'est une association qui travaille beaucoup sur le terrain, qui essaye de pouvoir offrir des actions positives avec les écoles, dans le secteur parascolaire, dans le secteur sportif, et de pouvoir essayer de créer des zones où il fait mieux vivre sur le plan numérique avec des outils qu'on essaye de renouveler, qu'on essaye de tester également. Et on travaille en France et en dehors de France avec tous les partenaires qui s'intéressent à cette action. Voilà, si ça peut être une première manière de se présenter lors de ce Twitter Alors Space. concrètement, on y voit beaucoup plus clair. Si j'ai bien compris, vous êtes bénévole pour la plupart dans cette association et vous avez des profils un peu différents. Vous, je crois que vous êtes issu du monde juridique, mais vous avez aussi avec vous des gens plutôt orientés sur l'éducation, j'imagine. Éducation et psychologie aussi, puisque il faut aussi pouvoir savoir entendre et recevoir des paroles qui sont en détresse. On est très proche, comme les autres associations, du secteur des parents, puisque les parents sont souvent démunis et ont beaucoup de mal à pouvoir appréhender quel rôle est-ce qu'ils peuvent jouer, alors même que la technologie avance à grands pas, que sur des fratries ou des sororités, sur des espaces de 3 ans, on constate que les usages et les accès à des plateformes varient. Donc, ce qui veut dire qu'il est virtuellement même impossible de pouvoir suivre ses propres enfants quant à leur pratique avec les écrans. Donc, on cherche plutôt à voir comment est-ce qu'on trouve une manière pour les entourants, qui ne sont pas juste les parents, qui peuvent être les frères, sœurs, éducateurs, camarades, familles, de pouvoir repérer aussi tous les signaux faibles qui font que lorsqu'un jeune déclare des signes de souffrance qui sont pas faciles à évaluer, que l'on puisse avoir tout de suite les réflexes et essayer de comprendre si ça vient d'une souffrance qui passe par une mauvaise pratique des écrans ou par du harcèlement ou des nudes ou des chantages ou de la sextorsion, des sujets, j'imagine, qu'on va aborder ensemble. Ok, bah écoutez, c'est vraiment passionnant. N'hésitez pas à intervenir, à prendre la parole au milieu des débats et pour répondre aux questions qui se poseront. Je me tourne vers notre dernière invitée aujourd'hui, e-Enfance, qui est une association avec laquelle on travaille beaucoup depuis plusieurs années maintenant. Je ne sais pas, Justine, si vous êtes connectée ou si... Je crois peut-être Caroline était peut-être avec nous pour e-Enfance. Oui, je suis là. Bonjour, merci d'être avec nous. Merci à vous pour votre invitation. Est-ce que vous pouvez vous présenter l'association et puis peut-être expliquer aujourd'hui les différents dispositifs de e-Enfance et comment on travaille ensemble au ministère de l'Intérieur et des Outre-mer avec une association importante comme e-Enfance? Alors l'association e-Enfance, elle a été créée il y a 17 ans, donc elle était très précurseur, presque en même temps que Pharos d'ailleurs, sur tout ce qui était effectivement violence numérique. Nous, notre cible, c'est vraiment les enfants et les adolescents, donc on s'est occupé très tôt effectivement de pouvoir à la fois prévenir et gérer tout ce qui évoque tous les incidents auxquels pouvaient être confrontés les enfants et les adolescents dans leur pratique numérique au sens très large, donc Internet, les jeux vidéo, évidemment les réseaux sociaux, les écrans plus largement.
Donc, on a évidemment des pratiques quotidiennes dans les établissements scolaires et au-delà pour faire des séances et des ateliers de sensibilisation auprès des jeunes, mais évidemment aussi des parents et des professionnels qui ont en charge des enfants et des adolescents dans leurs pratiques. Et ça, c'est vrai que c'est des besoins qui sont très croissants, notamment des professionnels qui sont relativement débordés par les usages numériques des jeunes qu'ils encadrent et qui ne savent pas du tout comment se positionner. Et puis l'autre volet de l'activité d'e-enfance, c'est dans le cadre d'un programme européen qui s'appelle Safer Internet, où nous sommes missionnés pour opérer en France la helpline française, qui s'appelle donc le 3018, qui est donc le numéro contre les violences numériques. Et nous travaillons effectivement en coopération très, très forte avec le ministère de l'Intérieur et Pharos pour effectivement que nous adressons les adolescents et les adultes qui peuvent nous faire part des violences numériques auxquelles ils sont confrontés. Voilà, pour résumer rapidement. Mais c'est très clair. Concrètement, vous faites des fois l'intermédiaire avec Pharos sur des situations où c'est vous qui faites le tri sur ce qui nécessite un signalement et ce qui ne nécessite pas, c'est ça ? Absolument. C'est vrai que comme différents acteurs avec qui travaille Pharos, effectivement, nous sommes quasiment des prémodérateurs, des signaleurs de confiance, ce sont les terminologies qu'on peut employer, mais c'est vrai qu'on permet effectivement de faire remonter à Pharos en tant que partenaire des signalements qui sont pertinents, qui ont été préqualifiés, parce que comme vous le savez, comme beaucoup de services, vous êtes envahis les uns les autres par des signalements qui ne sont pas pertinents en réalité, donc qui vous envahissent beaucoup, mais dont vous ne pouvez pas faire grand-chose. Et nous, on a, c'est vrai, en direct tous ces internautes, souvent jeunes, mais parfois moins, qui pensent parfois être effectivement victimes de violences numériques et qui ne sont pas forcément victimes d'infractions, en tout cas, ou de délits qui peuvent concerner Pharos. Donc, on va, nous, effectivement, être en lien direct, puisqu'on est joignable par téléphone, par chat, par messagerie, en direct avec les victimes ou les témoins. On va pouvoir, évidemment, les prendre en charge dans un premier temps, faire un peu le tri avec eux de ce qui leur arrive, comprendre quelle est exactement la violence numérique dont ils peuvent être victimes, et ensuite voir avec eux s'il y a matière à qualifier réellement le contenu ou les comportements ou les comptes dont ils nous font part, et ensuite évidemment de pouvoir transmettre le cas échéant un signalement à Pharos qui va être évidemment qualifié juridiquement et qui vont pouvoir être exploités tout de suite par les opérateurs de Pharos, et c'est dans ce cas-là qu'on interagit avec eux et qu'ils puissent intervenir vraiment le plus rapidement possible, puis ensuite faire leur travail. Mais c'est vrai que ça permet effectivement d'être un partenaire qui permet d'avoir une efficacité dans les signalements qu'on vous remonte, et c'est à ce titre-là qu'on est un signaleur effectivement conventionné depuis de nombreuses années auprès de Pharos. Alors, quand vous dites un signalement pertinent, qu'est-ce que c'est finalement un signalement pertinent ? Peut-être Pharos aussi peut nous aider. Est-ce qu'il faut déjà avoir fait un travail de qualification juridique ? Tout le monde n'est pas capable de faire ça, tout le monde ne connaît pas le droit sur les bouts des doigts. Alors, comment ça marche ? Comment on peut savoir si un signalement est pertinent ou pas, en fait ? Alors, Pharos peut peut-être répondre effectivement de son côté à lui, qu'est-ce qu'il trouve pertinent. Nous, c'est vrai que ce qu'on va trouver pertinent pour Pharos, déjà, effectivement, c'est de faire le tri entre parfois des impressions qu'ont des internautes d'être victimes de quelque chose qui peut leur être désagréable, qui peut leur effectivement les impacter, les toucher, mais en tout cas sur un caractère manifestement illicite qui n'est pas a priori manifestement illicite, c'est-à-dire qui spontanément n'a pas de caractère réellement illégal. En tout cas, nous, à notre niveau, on ne peut pas forcément en parler. Et c'est vrai que parfois, on peut avoir des impressions, mais qui ne rentrent pas forcément dans le cadre d'une qualification. Du dénigrement, par exemple, ce n'est pas forcément de la haine ou de la violence en ligne. Il y a une échelle et il y a une gradation, c'est ça ? Il y a une échelle et une gradation. Tout ce qui concerne le harcèlement, qui est un mot aujourd'hui qui peut être un petit peu trop utilisé, toute violence ou toute agression n'est pas forcément du harcèlement. Enfin voilà, vous voyez, il y a des natures effectivement de comportement qu'on va ressentir, qu'on va soi-même en tant que victime pouvoir éventuellement évaluer, mais d'un point de vue juridique, qui n'est pas forcément immédiatement évidemment rentré dans cette case et qui ne va pas forcément, ou en tout cas, par exemple, qui ne va pas être de la compétence de Pharos. C'est-à-dire typiquement, on peut aussi malencontreusement adresser en tant qu'internaute un signalement à Pharos qui ne va pas être de sa compétence propre et donc qui ne va pas pouvoir gérer eux-mêmes. Donc, c'est une forme d'aiguillage qu'on va pouvoir faire pour finalement amener à Pharos ce qui est vraiment un de sa compétence et ce qui effectivement peut être traité directement par lui. Donc, maintenant, je laisse Pharos expliquer ce qui est de sa compétence propre. Il le fait beaucoup mieux que moi.
Oui, alors en fait, si vous voulez, pour répondre à cette question, il y a deux angles de vue. Pour ce qui concerne les relations que nous avons avec les signalants référencés, donc ces tiers de confiance, il n'y a pas tellement de difficultés, hein. Ces organismes, ces structures ont des équipes, connaissent leur sujet, donc nous envoient des signalements, en quantité d'ailleurs, qui atteignent leur cible. Donc on n'a pas de ce point de vue-là un sujet. Effectivement, en revanche, on ne peut pas demander à un internaute d'être un juriste patenté, mais ça n'est pas grave, on a été conçu pour ça. Je veux dire, j'ai envie de dire qu'à partir du moment où on a la puce à l'oreille, à partir du moment où on voit quelque chose sur Internet qui invite à se questionner, il ne faut pas Il faut hésiter mieux à signaler, même faire si un on n'est pas signe. sûr Mais bien sûr, qu'attendre des choses très très graves, quoi. Voilà. tout à fait. On a été conçu pour absorber ça, euh, et donc on le traitera. On lui trouvera une issue. Parfois, il n'y en a aucune, mais ça n'est pas grave. Ça ne nous saturera pas. Et pour prendre un autre exemple, quand un comportement, un contenu est manifestement illicite, il peut nous être signalé par des foules de personnes, des foules d'internautes, au même Oui, parce moment. que tout le monde se dit, Donc, waouh, 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 c'est de l'apologie du terrorisme, il faut faire quelque chose, et donc vous allez avoir plusieurs exactement. dizaines ou centaines, je ne sais pas, en même temps, c'est ça? Des centaines et des centaines parfois. Donc, on sait gérer. Et j'invite le public à ne pas hésiter à faire des signalements. Si c'est pas pertinent, in fine, eh bien, on n'en fera peut-être rien, ou ça laissera une trace intéressante. Euh, En fait, il faut avoir à l'esprit que Pharos a été conçu pour libérer la parole, je le répète. C'est une plateforme de signalement, ce n'est pas une plateforme de dépôt de plainte. On n'a pas besoin d'être victime, on peut être témoin. On n'a pas besoin d'être majeur, on peut être mineur. On peut laisser des coordonnées ou préférer signaler anonymement. Ah, ça, Donc, c'est important de le vraiment, dire, ça peut être anonyme aussi. tout à Ok. fait. Oui, oui, oui. Ça a été pensé de telle manière que les internautes se sentent le plus libres possible de signaler quelque chose et il n'y a pas de frein au choix d'une qualification juridique. Concrètement, est-ce que Euh, vous pouvez décrire le process? Est-ce qu'on tape Pharos sur Google, on tombe sur un site? Comment ça se passe concrètement? Est-ce qu'il faut télécharger des pièces jointes? Comment ça se passe? non, il Ah n'y a bon. rien à télécharger. On va sur Internet et on tape internet-signalement.gouv.fr ou sur Google, une recherche comme vous l'indiquez, et on va trouver très aisément Pharos, on est bien référencé. Et à ce moment-là, on arrive sur une page. Euh, il va commencer un guidage de l'internaute avec des rubriques. Alors, je rassure ceux qui nous écoutent, pas des dizaines de rubriques, hein. On a limité les clics, On remplit le puisque formulaire, je quoi. On précise, remplit les cases. on remplit. Oui, 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 on n'est pas dans la démarche Oui. administrative, si vous voyez ce que je veux dire. C'est beaucoup plus souple et court à faire que ça. On a d'ailleurs très récemment encore modifié, modernisé l'ergonomie de la plateforme. On a lancé une nouvelle plateforme pour le D'accord. public au printemps dernier. Donc voilà, en pensant à la simplicité, l'idée est que ce soit utile. Voilà. Donc vraiment, s'il y a quelque chose qu'il faut retenir, c'est ça. C'est facile. C'est pas un parcours infini qu'il est nécessaire d'accomplir pour apporter un signalement. Euh, et on n'a pas besoin, si on passe l'expression, de se gratter la tête pour savoir si c'est judicieux de signaler ou pas. À partir du moment où on se pose la question, ça peut être bon de signaler. Et nous, on fera le nécessaire derrière. On est fait pour ça. D'accord. Eh ben, c'est super. J'ai peut-être une dernière question avant de commencer à prendre les questions des tweetos. D'ailleurs, n'hésitez pas à demander la parole ou à envoyer en DM vos questions. Ma dernière question pour Pharos, c'est qu'est-ce qui se passe une fois qu'on a signalé, une fois que c'est lu par un policier, un gendarme? Qu'est-ce que ça déclenche en fait en termes d'investigation et qu'est-ce qui peut se passer à la suite de ce signalement? Alors, il y a plusieurs issues possibles. Pharos étant quelque chose de très intégré avec un spectre très large, il a vocation à travailler avec tous les services de police et de gendarmerie, nationaux ou territoriaux, à compétence nationale ou territoriale. Chaque fois qu'il y a un contenu illicite qui nous est soumis et qui tombe effectivement après constatation et analyse juridique sous le coup de la loi, on ouvrira une procédure d'enquête et avec pour intention de lever le pseudonymat, trouver un critère de compétence territoriale et pouvoir le plus rapidement possible envoyer le dossier que nous aurons initié à des collègues policiers ou à des camarades gendarmes sur le terrain ou dans un service à compétence nationale qui pourront prendre le relais. Mais Pharos ne fait pas que ça.
Pharos travaille aussi avec d'autres services que ceux qui ont vocation à enquêter, avec d'autres structures étatiques ou d'autres services du ministère de l'Intérieur. Mais il y a quelque chose qu'il faut retenir parce que c'est unique au monde, par ailleurs, hormis ce côté judiciaire qu'on imagine bien s'agissant d'une structure police-gendarmerie, nous sommes investis de pouvoir administratif. Et donc Pharos peut demander et obtenir des suppressions de contenu, des blocages de contenu ou des déréférencements des listes des fournisseurs d'accès à Internet dans certains cas de figure. Donc en fait, un même signalement peut être l'objet du déclenchement d'une enquête par une unité spécialisée de Pharos, alors qu'en même temps, des gens de notre cellule blocage vont prendre des mesures administratives. Les issues qu'on peut trouver au signalement sont diverses. Ils peuvent parvenir à des services judiciaires, à des services de renseignement, à tout service de l'État. On travaille avec d'autres structures un petit peu approchantes, même si on est principalement orienté vers les structures du ministère de l'Intérieur. Mais voilà, on a de nombreuses cordes à notre arc, et j'insiste sur le fait que, en fait, tous les signalements qui nous parviennent sont instruits. Ils sont tous traités. Alors, et j'ai une question parce qu'il y a Claude sur les réseaux sociaux qui nous la pose de manière un peu différente. Alors, je vais reformuler, mais est-ce que des fois, dans l'enquête qui va être diligentée après le signalement, est-ce que ça peut vous arriver de contacter la famille soit de la victime, soit de l'auteur? Parce que Claude nous demande en gros, est-ce qu'on peut suivre nos enfants sur les réseaux sociaux, voire bloquer les comptes, etc. Donc, ça en renvoie aussi à la fois sur la protection par les parents ou à la responsabilité des parents par rapport à des mineurs sur les réseaux sociaux. Est-ce que ça vous arrive dans l'enquête qui va suivre de finalement faire un travail avec les familles ou c'est le rôle des associations ? C'est plutôt le rôle des associations. Nous, on va rester dans le champ qui est le nôtre, préférentiellement, ce qui n'empêche pas de servir de conseil, le cas échéant, mais les enquêteurs de Pharos auront peu de contacts directs avec les entourants. Ils peuvent en avoir avec les victimes, qu'on n'hésite pas à contacter chaque fois que de besoin, mais peu avec les parents. Mais je rappelle qu'on va transmettre le dossier à des policiers ou des gendarmes qui sont au contact, eux, physiquement. Dans la brigade territoriale, dans le commissariat de proximité. Exactement. Et que par ailleurs, pour ce qui a trait à tout ce qui est mesures de protection, disons, si on veut employer un terme générique, c'est-à-dire les blocages, les suppressions, on a les outils on a le savoir-faire, et ça, on le fait, et on a même une exclusivité nationale sur certains. C'est-à-dire les blocages et les suppressions de comptes, c'est ça ? Alors, de comptes, non, parce que ça, on n'a pas vocation à supprimer des comptes. Mais des posts c'est pas ou des tweets. Oui, des publications, tout à fait. C'est pas à nous de dire si un compte doit être banni. En revanche, on peut bloquer certains sites. Des comptes individuels, non. C'est les plateformes elles-mêmes qui en décident, les Twitter, les Facebook et autres, qui disent en fonction de leurs conditions générales d'utilisation si la ligne rouge a été franchie ou pas. Mais on va demander des suppressions de contenu précis. D'accord, ok. D'ailleurs, à ce sujet, je suis désolée, je pose beaucoup de questions à la police et à Pharos, mais vous avez des liens, j'imagine, forts avec toutes les plateformes. Là, on est sur Twitter, mais j'imagine avec Meta, Facebook, Instagram, avec toutes les grandes plateformes pour justement travailler sur ces contenus et gagner de la rapidité, parce que quand on est cyberharcelé, il y a aussi le temps de la réactivité qui est important. Oui, plus on le laisse en ligne, finalement, ça fait du mal aux victimes. Absolument. Et c'est pour ça qu'il est très important de signaler à Pharos, parce que, comme vous le disiez, on a des liens privilégiés, on a déjà une réputation dont on peut se prévaloir, on est connu et reconnu, et c'est pas un même mot que de le dire, on existe depuis longtemps, 2009 maintenant. Pharos, c'est un label, et c'est un gage de qualité. Et on tient beaucoup, d'ailleurs, à cette image. Dans le privé, on sait ce qu'est le réputationnel, et bien on y tient aussi beaucoup, parce que les Meta, les Twitter, pour ne citer que, les Google et autres acteurs de l'Internet, notamment les acteurs majeurs, TikTok également, nous connaissent très bien, on se parle, on se rencontre, et donc il y a une interaction qui est très positive de ce point de vue-là. Après, on n'a pas toujours gain de cause, notamment sur des sujets qui sont des problèmes qui tiennent à un propos, parce que la notion de liberté de parole aux États-Unis n'est pas forcément la même qu'en France. Mais Pharos jouit d'une estime et d'une reconnaissance de la qualité de son travail qui fluidifie les choses. Et oui,
je le redis, on a des liens fréquents. Et on a vraiment besoin de vous face à ce qui est des fois une jungle sur les réseaux sociaux. En tout cas, merci. Je pense qu'on comprend mieux le rôle et le travail de chacun des 4 acteurs présents. Je vais commencer à prendre des questions et faire monter les personnes dans la room. Je fais monter dans la room Maître Macronard. Je crois que vous avez la parole. Je vous ai mis comme intervenant, mais je ne sais pas si j'ai fait la bonne manip sur mon téléphone, mais vous avez la parole. Je ne sais pas si vous nous entendez. Allô ? Bonjour, vous pouvez poser votre question à nos intervenants. Merci d'être présents. Bonjour Madame la porte-parole, bonjour à vous toutes et tous. Alors, premier point, bon d'abord moi à titre personnel j'utilise Pharos et je voudrais témoigner ici de la qualité de la police nationale. Merci de votre suivi, merci des réponses que vous faites derrière. Merci de vos appels téléphoniques, même à 2h moins le quart du matin. Ah, quand même. Et je pense qu'il faut, oui, à 1h45 du matin. Et je pense qu'il faut saluer ce que fait Pharos. Vous êtes dans le métier du cyber ou quel est votre rapport aux réseaux sociaux à titre personnel ou professionnel ? Je suis un communicant. Voilà, donc c'est votre outil de travail. J'ai un peu de visibilité sur Twitter. D'accord. Et quand on a un peu de visibilité sur Twitter, c'est toujours très compliqué. En tout cas, merci Pharos. Bon. La deuxième chose que je voulais vous demander, souvent, moi je vais vous parler de Twitter, monsieur au commandant. Sur Twitter, souvent les tweetos disent mais vas-y, fais Pharos, ça sert à rien Pharos. On n'en a rien à foutre. Vas-y, signale, on s'en fout. Donc, moi, la première question, c'est qu'est-ce qu'on doit répondre aux gens qui nous disent vas-y, signale, on n'en a strictement rien à foutre. Et la deuxième question que j'ai à vous poser, c'est quand vous faites, peut-être aussi pour les gens, quand vous faites des signalements, souvent, Pharos ne nous répond pas. Parfois, Pharos ne nous répond pas. C'est-à-dire qu'on envoie le signalement, on a le numéro de dossier, on n'a strictement rien derrière. Ensuite, parfois, Pharos vous répond et vous demande d'aller le plus rapidement possible à une gendarmerie près de chez vous ou un commissariat près de chez vous. Et troisième chose, souvent, Pharos nous appelle. Donc, par rapport à ces 3 signes-là, mon commandant, quel signe doit-on, quelle graduation doit-on comprendre de ces signes ? Je vous remercie et je vous souhaite bon courage. Il y a beaucoup de choses à faire. Et j'espère que contre l'antisémitisme et les discriminations qui fleurissent partout, je sais qu'on peut compter sur vous. Merci beaucoup. Merci pour votre témoignage. Et puis, alors, il y a plein de questions. On va laisser effectivement la police nationale vous répondre. Et en tout cas, merci pour vos remerciements parce qu'on ne le dit pas assez. Et donc, c'est très bien quand ça vient du cœur comme vous. Effectivement, merci pour votre coup de chapeau, monsieur. Il est mérité. Et je m'y associe parce que les policiers et les gendarmes, les collègues et camarades qui composent l'équipe sont remarquables. Et je sais de quoi je parle, ils sont vraiment admirables. Et n'oubliez pas nos camarades gendarmes, puisqu'on est une unité mixte. Alors, que répondre à ceux qui, de manière un peu bravache, vous répondrez, on s'en fiche, des signalements. Il n'est peut-être pas nécessaire de leur répondre et d'alimenter une polémique ou un débat. Ils verront bien. Nous, on les traite, les signalements, les enquêtes de police, on en ouvre des centaines et des centaines par an. Donc, s'ils veulent s'amuser à enfreindre les lois et les règles en vigueur, il faudra qu'ils acceptent d'en payer un jour le prix, parce que des personnes interpellées et présentées à la justice, il y en a sur le fondement des actions de Pharos, un nombre vraiment conséquent. Donc, à chacun de voir. Après, sur les modalités qui étaient décrites par ce tweetos, par vous, monsieur, il faut rappeler, je le redis une fois encore, que Pharos, c'est une plateforme de signalement. Donc, on n'a pas une obligation de rapporter quelle a été la teneur de nos actions. Et ça peut se comprendre parce que tout à chacun, comme je le disais tout à l'heure, peut signaler. Donc, le témoin ou la victime. Alors, quand on dépose plainte, on est victime, on a un écrit officiel et la loi dit que la victime peut demander à avoir un retour sur ce qui est fait. Mais là, c'est un signalement. Et vous pouvez, ce monsieur peut tout aussi bien déposer des signalements en tant que témoin. Et donc, il nous est difficile ensuite
enfin, de faire retour, voilà, c'est pas... de faire retour à quelqu'un qu'on ne connaît pas forcément, et d'ailleurs, il peut être et qui n'a pas anonyme. forcément à en connaître, parce que ça peut être des choses intimes, Qui n'a pas forcément à en personnelles. connaître. Absolument. En revanche, et ce que disait monsieur est tout à fait exact, on n'hésite pas à appeler, à recontacter les gens chaque fois que de besoin, notamment quand on a besoin d'éléments supplémentaires. Et il est exact aussi que certains internautes d'Octambule pourraient en témoigner, que on peut recevoir un signalement à 2 heures du matin, il est traité en temps réel parce qu'il n'y a que quelques minutes qui séparent le dépôt d'un signalement de son traitement, avec une priorisation en fonction de la gravité des signalements qu'on reçoit. Et dans les minutes qui suivent, on rappelle la personne à 2 heures du matin pour lui demander si elle n'a pas une capture d'écran en plus, si elle n'a pas un petit détail supplémentaire à nous apporter. Ce qui étonne beaucoup le public. Eh bien oui, on est tout le temps sur le pont, effectivement. Donc ça, on peut être amené à le faire. Mais voilà. Je comprends quelle est l'attente de ce monsieur, qui est certainement partagée par d'autres, mais on ne peut pas toujours communiquer parce qu'on a un public très très large, à la différence du plaignant qui a un statut. Nous, on est fait pour tout le monde, victime ou pas. Je comprends. Alors, je vais laisser la parole à Nismo, qui est montée dans la room aussi pour votre question. Bonjour à toutes et à tous, et merci pour ce space que je regrette qu'il ne soit pas enregistré malheureusement. Mais il est enregistré, et vous pourrez le retrouver sur mes comptes pendant 30 jours de mémoire. Pas du tout, et vous n'avez pas coché la case. S'il était enregistré, ça clignoterait REC en haut à gauche, et c'est pas le cas. Je me suis trompée. C'est pas grave. Je vais voir si on peut rattraper ça. Si vous avez un iPhone, vous pouvez peut-être le faire en cours de route. Je crois, parce que j'ai avec moi une super community manager, et je vous avoue qu'elle sait mieux faire que moi. Eh ben, demandez-lui. Du coup, j'en profite pour poser mes deux questions qui sont un petit peu les mêmes finalement, mais qui sont liées. La première, combien il y a de professionnels, policiers, gendarmes qui travaillent pour Pharos? Et la deuxième, si vous avez un ordre d'idée, en combien de temps une requête moyenne, une déposition Pharos, entre guillemets, met à être traitée, c'est-à-dire de bout en bout. J'entends par là, on voit encore aujourd'hui, 2 ans plus tard, des tweets signalés à Pharos, toujours en ligne, ouvertement homophobes, ouvertement antisémites, avec des menaces de mort parfaitement ouvertes, avec du doxing parfaitement clair, et rien n'est fait. Et ces gens-là, encore une fois, continuent à pérorer sur les réseaux sociaux, et je rejoins ce que disait Maître Macronard juste avant, à nous raconter, mais faites donc vos Pharos, ça ne sert à rien. Et ça, je l'entends 10 fois par jour sur Twitter en réalité, pour des propos gravissimes, des menaces de mort, de doxing, etc. Et rien ne bouge. Et ces gens-là sont toujours en ligne 2 ans plus tard. Alors, comment se passe effectivement l'instruction judiciaire? Pourquoi parfois ça fonctionne? Pourquoi parfois il n'y a pas de suite, en tout cas apparente? Est-ce que vous pouvez nous expliquer peut-être le process judiciaire derrière, d'investigation que ça nécessite et qui est mis en place? Le travail aussi avec la justice, j'imagine. Oui. Alors, pour répondre d'ailleurs à la première partie de la question, puisque on m'interrogeait sur les effectifs, les personnels, une 50aine de personnes environ composent l'équipe de Pharos aujourd'hui. Et relativement à la deuxième partie de la question, alors, nous mettons toujours en œuvre les mesures nécessaires pour demander la suppression d'un contenu qui a lieu d'être. Il y a quand même 2 cas de figure. C'est-à-dire que nous avons, comme je le disais tout à l'heure, des pouvoirs administratifs, mais dans 2 domaines. Et ça, c'est la loi qui nous les confie, en matière de terrorisme et de pédopornographie. Donc là, on a des pouvoirs administratifs qui nous permettent de demander la suppression d'un contenu et d'attendre qu'on s'y conforme. Et si on venait à ne pas s'y conformer, bloquer l'accès au contenu ou déréférencer ce contenu sur les moteurs de recherche. Mais hors ces contextes-là, on n'a plus de pouvoir d'injonction. Donc à ce moment-là, Pharos devient une espèce de signalant, si vous voulez. Il s'appuie sur un article de loi qui dit que, en substance, on ne peut pas reprocher à un hébergeur qu'un contenu illicite se trouve sur ses réseaux. En revanche, il pourra engager sa responsabilité si jamais il lui a été signalé et qu'il n'a pas fait le nécessaire. Mais la difficulté qu'on a avec Donc nous, on fait systématiquement les demandes, dès lors qu'elles nous paraissent fondées, et il n'y a pas de question à se poser en matière d'homophobie, de racisme, etc. On fait systématiquement les demandes. Mais les plateformes américaines ont aussi étonnant que ça puisse paraître, ont une lecture de ce qu'est la liberté d'expression qui n'est pas du tout la même qu'en France.
Et parfois, on n'obtient pas satisfaction, à notre grand regret d'ailleurs. Mais on n'a pas plus de levier que ça. Tout n'est Pharos pas à s'entend. votre main ou à celle du droit français. Tout n'est pas à notre main, bien sûr, et Internet est quelque chose par définition d'international, de mondialisé, de globalisé, et donc un récalcitrant, un hébergeur ou un éditeur récalcitrant qui se trouverait à l'autre bout du monde, j'ai pas forcément de levier. Il y a Alex Je Caption précise aussi, néanmoins. il y a Alex Caption justement qui avait cette question pour les signalements sur les réseaux sociaux. Comment ça se passe à l'international? Vous êtes en train d'y répondre qu'en fait c'est compliqué quand ça dépasse nos frontières. Alors oui et non, parce que, alors, si vous voulez, il y a des sujets qui font pas débat. Je parlais tout à l'heure de terrorisme ou de pédopornographie, on obtient d'excellents résultats, ça fait pas débat. À partir du moment où on met un pied dans la notion de liberté d'expression, et j'insiste, premier amendement de la Constitution américaine, les Américains n'ont pas du tout la même idée de ce qu'est la liberté d'expression que nous. Là, c'est beaucoup plus difficile d'obtenir gain de cause. Alors on y arrive, et je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure, le label Pharos joue, compte, mais on n'y arrive pas toujours, et on n'aurait pas la prétention de pouvoir affirmer qu'on assainit tout le web à nous tout seuls. Et est-ce qu'au niveau européen, ça fonctionne mieux parce qu'il y a quand même des normes européennes qui sont en train d'être prises au fur et à mesure? Tout à fait. Alors il y a une vraie prise de conscience des institutions européennes de ce point de vue-là. Et qui fonctionne. Il y a plusieurs étages à la fusée. Donc, il y a eu vous connaissez le RGPD, entre en vigueur un règlement qui s'appelle le Digital Services Act, et demain, deux autres interviendront qui sont tout à fait destinés aux opérationnels que nous sommes et qui nous permettront, en matière de terrorisme et de pédopornographie, et peut-être à terme sur d'autres sujets, ou même plus largement que la pédopornographie, d'atteinte aux mineurs, de prendre des mesures à l'échelle européenne avec toute la forte frappe de l'Europe, c'est-à-dire la collaboration des États membres et un régime de sanctions qui est très fort d'un point de vue pécuniaire. Alors, je me tourne peut-être maintenant vers Aurélie pour la gendarmerie. Est-ce que vous, sur votre volet vraiment d'investigation sur les crimes de haine, est-ce que l'international, ça joue? Est-ce que l'international, ça fonctionne dans votre quotidien en termes d'investigation internationale? Alors, effectivement, je vais rebondir sur ce que disait le commandant de Pharos. Il faut effectivement bien prendre en compte qu'on a des cultures et donc des appréciations qui divergent, notamment sur les discours qui peuvent être tenus. Et effectivement, la plupart des plateformes aujourd'hui qui sont utilisées sont des plateformes qui sont américaines, ce qui peut parfois nous poser des difficultés, même si on a quand même de plus en plus de contacts malgré tout, nous aussi avec les autorités américaines, sur les dossiers qu'on est amené à traiter, l'objectif étant effectivement de trouver conjointement un poids moyen qui nous permette, malgré encore une fois ces divergences, qui sont des divergences législatives, tout simplement. On a aujourd'hui en France un texte qui est la loi de juillet 1881, qui est la loi sur la presse, sur laquelle nous on se fonde en fait pour tout ce qui est discours haineux, y compris pour ce qui est discours haineux en ligne, si on met de côté la partie cyberharcèlement qui elle relève du code pénal classique, qui est totalement inconnu pour les autorités américaines. Donc, ce qui peut nous poser parfois quelques difficultés, effectivement, l'idée étant de trouver, dans ces cas-là, une infraction qui soit une infraction commune aux deux États pour amener les autorités américaines à collaborer avec nous. Maintenant, il faut quand même insister effectivement sur l'importance des nouveaux textes qui ont été votés, notamment au niveau européen, puisque malgré tout, elles imposent aujourd'hui quand même dans un premier temps aux grandes plateformes des obligations qui sont des obligations graduées, et ce, même si pour ces plateformes-là, et eu égard à leur législation, les contenus qui sont diffusés ne tomberaient pas sous le coup de la loi américaine. Et ça, il faut quand même bien le souligner parce que c'est quand même une avancée notable. Il y a encore quelques temps de ça, on pensait que ce texte n'aboutirait pas. Aujourd'hui, c'est le cas. On n'en voit effectivement pas encore les effets parce qu'il vient d'être voté et la Commission européenne vient de désigner au mois de décembre les plateformes, en tout cas les acteurs qui sont concernés par ces obligations-là. Donc il faut sans doute attendre un petit peu pour voir les effets
bénéfique ou non, en tout cas des textes qui viennent d'être adoptés. Après, j'allais dire, dans toutes les politiques publiques ou face à toutes les difficultés ou problèmes qu'on peut rencontrer, il y a toujours aussi un temps de latence déjà pour créer le droit ou la norme française, encore plus européenne et encore plus internationale. Donc je pense que c'est aussi inhérent malheureusement au progrès ou aux évolutions que l'État et le normatif a toujours un petit peu de retard par rapport aux vrais besoins qui se font ressentir. Je ne sais pas, côté e-enfance, si vous travaillez avec des partenaires notamment européens et si vous avez ce même sentiment que les choses avancent, même si on n'en voit pas toujours concrètement les effets. Je ne sais pas si c'est quelque chose, si vous travaillez en réseau partenarial avec d'autres associations, notamment européennes. Oui, tout à fait. Comme je le disais tout à l'heure, en fait, on doit même notre existence à un réseau européen qui s'appelle le réseau InSafe, qui fait partie du programme européen Safer Internet, qui a été une initiative très, très précurseur de l'Europe, puisque dès effectivement en 2009, ils ont décidé de créer un réseau de helpline européenne. Donc, nous avons des homologues en fait dans les différents pays d'Europe, donc une trentaine aujourd'hui. Nous nous réunissons tous les trimestres environ, plus voilà, des échanges, je dirais, plus hebdomadaires sur des cas précis. Et donc, ça nous permet d'avoir une approche globale européenne, effectivement, de ces usages qui le sont évidemment, hein, et de ces plateformes qui ont une place telle que, effectivement, le niveau local ne suffit plus aujourd'hui pour les gérer. Ça nous permet d'avoir une réactivité assez forte, qu'un des phénomènes d'usage d'adolescents qui traversent évidemment les frontières et qu'on doit pouvoir gérer en même temps, mais ça nous permet aussi d'avoir une voix plus forte, effectivement, en tant que réseau face aux plateformes. Et c'est notamment grâce à cette existence d'un réseau européen qu'on a pu également, comme nos partenaires de Pharos, avoir une capacité de signaler directement aux plateformes et à leurs services de modération en tant que signaleur de confiance, parce qu'on était un acteur européen. Évidemment que tout seul, on n'aurait absolument pas pu avoir ça. Et la puissance de frappe, effectivement, est plus importante. Alors aujourd'hui, c'est vrai que les textes, comme vous le dites très bien, les textes de loi rejoignent quelque part la pratique, un peu toujours en décalage, c'est vrai, absolument. Maintenant, effectivement, ça fait très longtemps, je pense qu'on les attendait tous, voilà, qu'il y avait... il y a eu aussi une certaine paralysie pendant de nombreuses années à l'idée qu'on se demandait même si on pouvait intervenir, réguler sur ces usages et ces plateformes. Donc aujourd'hui, on a changé de paradigme, on ne se demande plus si on peut, mais comment on peut le faire effectivement le plus efficacement possible. Donc je pense qu'on a tous de grosses attentes. Ce qui est bien aussi, c'est que finalement, il y a pas mal de choses qui sont prévues dans le DSA qui en fait existent déjà. La Commission européenne est assez pragmatique aussi, donc elle a entériné dans des textes finalement des pratiques qui existaient déjà. Donc on est relativement confiant sur le fait que finalement, on est pas mal d'acteurs qui sommes les choses déjà changent et dans le bon sens. Exactement, et que maintenant, ça va avancer assez rapidement. En tout cas, je pense qu'on est tous alignés là-dessus. Donc merci beaucoup. Alors, j'ai fait monter dans la room Benjamin, qui a une question, je crois, ou un témoignage, je ne sais pas. Vous avez la parole. Bonsoir. Bonsoir à tous. Alors d'abord, je voulais vous remercier pour ce space. Je vais dans le sens de Nismo, où effectivement ce space n'est pas enregistré a priori. Donc je crois que ma community manager, elle sait faire pour aller chercher dans les archives. Elle me dit, il n'y a pas de souci. Donc voilà, elle sait des choses que je ne sais pas, j'avoue. Vous le retrouverez en tout cas. Ce n'est pas une volonté de ne pas le mettre en rediffusion, clairement. Ok, si ça peut enregistrer par ailleurs, c'est très cool. Moi, j'ai une question qui va être un petit peu pragmatique, étant dans la sphère Twitter, qui est une question relative au signalement. Lorsque un compte dit des choses absolument horribles, on peut le signaler à Twitter, et pour que ça saute, en général, il faut qu'il y ait beaucoup de monde, mais vraiment beaucoup de monde relatif au public de la personne signalée. Et il y a un bruit dans la sphère Twitter, c'est faut-il signaler plusieurs fois à Pharos? Et il dit que Pharos, finalement, c'est une équipe on est très fiers de ça, ça a une réputation, mais c'est une équipe relativement modeste, une 50aine de personnes. Donc pour faire simple, quand on signale à Pharos, si on se rend compte qu'il y a un problème et qu'on est un groupe à se rendre compte qu'il y a un problème, est-ce qu'on signale une fois et ce sera pris en compte, ou est-ce que le naturel des réseaux sociaux fait que ça va être signalé 40 fois, ou est-ce que finalement on n'engorge pas le système? Parce que je pense que l'objectif, effectivement, c'est d'éviter les dérives qui sont trop fortes et que parfois le système fait que c'est pas forcément le même. C'est très clair comme question, une très bonne question. Est-ce qu'il faut signaler plein de fois ou est-ce qu'une fois suffit? Est-ce que ça bipe de la même manière chez Pharos? On vous laisse la parole pour répondre. Non, une fois suffit.
Une fois suffit. Effectivement, si on a des signalements fréquents sur un sujet, ça appellera notre attention, bien sûr, mais comme on aura fait une demande dès le premier signalement, il n'y a pas besoin, si on est un groupe constitué... Faut pas nous-mêmes troller Pharos, quoi. Non, c'est pas la peine. Il n'y aura pas de plus-value, en fait, si vous voulez. Voilà, de toute façon, un signalement, je l'ai dit tout à l'heure, ils sont tous traités. Donc, on va voir, les agents vont constater en ligne, vont qualifier juridiquement et vont demander des suppressions chaque fois que c'est nécessaire. Donc ça se fait dès la première fois. C'est pas le nombre de signalements qu'on reçoit n'est pas un critère. Très clair, mais du coup, je me permets rapidement. Moi, j'ai jamais fait de signalement Pharos très personnellement, mais souvent, il y a une question de contexte, c'est-à-dire qu'on va signaler quelque chose où on a le sentiment qu'on se fait harceler, où il y a un problème, et à un moment donné, on se rend compte qu'il y a besoin d'un dialogue et d'un contexte qui est souvent plus lointain et un petit peu plus souterrain. Et est-ce qu'il y a une manière de prendre contact au sens du dialogue, pas du simple formulaire, pour expliquer un petit peu mieux le contexte quand il y en a un? Ou est-ce qu'il vaut mieux se reposer toute la nuit et faire un rapport complet, si j'ose dire? En fait, si vous voulez, derrière les machines, vous avez des professionnels, policiers et gendarmes, qui, chaque fois qu'un élément leur manquera, n'hésiteront pas, c'est ce que je disais tout à l'heure, à vous recontacter pour demander plus ample précision, qui peuvent tenir à des éléments matériels comme à des éléments de contexte. Parce qu'on sait très bien que, concernant les infractions commises sur Internet, certaines d'entre elles sont très liées au contexte, à ce qui est dit, comment c'est dit, à la quantité de publications qui sont répercutées, partagées. On attache de l'importance aux faits, au sens le plus matériel du terme, et à l'environnement. Donc si on a des questions à poser, on décroche notre téléphone et on appelle ou on envoie un mail, mais à condition qu'on ait... oui, et puis pour vous, ça ne serait pas gérable. Je crois que vous avez dit qu'il y avait plus de 5000 signalements par semaine. S'il y a un dialogue avec les 5000 personnes qui signalent, c'est ingérable pour l'équipe, j'imagine, derrière. Ça ne serait pas envisageable. Donc, laissez-nous faire, apprécier. Et on sait que vous savez téléphoner aux gens à 2h du matin. Et on sait téléphoner aux gens à 2h du matin, mais à d'autres heures aussi. Est-ce que, juste sur le sujet, est-ce que je peux juste apporter une précision? Parce qu'en matière de cyberharcèlement, effectivement, je pense qu'il y a... C'est la colonelle Aurélie, pardon. En matière de cyberharcèlement, il y a effectivement des choses qui sont vraiment très particulières et qui doivent être effectivement constatées. Et il faut aussi que les victimes n'hésitent pas dans ces cas-là. Alors effectivement, il y a la plateforme Pharos, mais il faut aussi que les victimes n'hésitent pas dans ces cas-là à se rendre directement dans les unités de gendarmerie et les services de police, parce que les enquêteurs aussi sont formés sur le terrain pour conduire des auditions de victimes qui doivent être très précises, avec des éléments matériels qui doivent être effectivement constatés et qui tiennent au nombre de messages qui va être envoyé, mais aussi au délai. Ça, c'est très important. Au délai pendant lesquels les messages vont être envoyés, parce que pour qu'il y ait effectivement cyberharcèlement, il faut quand même qu'on ait un nombre de messages important qui soient envoyés dans un délai qui soit relativement restreint. C'est-à-dire qu'il faut, quand on parle de raid numérique, ça porte bien son nom, c'est-à-dire qu'il y a vraiment des éléments matériels qui doivent être constatés, et au-delà de ça, effectivement, et ça c'est dans le cadre des investigations qui sont menées, l'audition de la victime, elle est véritablement fondamentale, et c'est en ça aussi, nous, qu'on appuie les unités de terrain, parce qu'il faut véritablement qu'on arrive à matérialiser quelque chose de très précis, c'est le préjudice et l'impact que ce type de message peut avoir auprès de la victime, c'est-à-dire qu'il faut véritablement qu'on ait un préjudice moral qui ait été subi, c'est-à-dire qu'il faut que la vie de la personne, elle ait véritablement été modifiée, même si c'est sur un temps restreint, mais parce que c'est ce qui fonde aussi derrière la poursuite judiciaire et la condamnation des auteurs. C'est très clair, merci beaucoup. Alors là, on était vraiment sur... après l'infraction, sur le volet vraiment curatif, qu'est-ce qu'on fait? J'ai une question du compte Thé à la menthe. Quel joli nom de compte, c'est presque poétique. Alors Thé à la menthe nous demande comment on lutte en prévention contre le doxing. Alors je crois, si je ne me trompe pas, le doxing, c'est le fait de publier des infos perso sur quelqu'un d'autre et lui porter potentiellement préjudice. Donc là, on est plus sur le champ de la prévention, et notamment la prévention du doxing. Je ne sais pas, côté des associations ONG, est-ce que vous travaillez sur cette infraction particulière?
Oui, alors je peux peut-être faire un commentaire sur le doxing et puis faire un commentaire aussi chapeau sur les questions précédentes concernant comment est-ce qu'on garantit qu'on maximise les chances d'un signalement de pouvoir être entendu et ensuite être porté éventuellement devant les tribunaux. Dans le rôle des associations comme Respect Zone, on a aussi des juristes, des avocats qui peuvent en confidence aider à pouvoir qualifier des faits, répondre à différentes heures, alors peut-être pas à 1h45 du matin chaque nuit, mais en tout cas de pouvoir être présent sur la qualification et dans certains cas, ce qui peut aussi aider sur certaines affaires comme on le fait régulièrement, c'est de pouvoir se constituer partie civile en tant qu'association qui fait partie de notre rôle, pour appuyer au nom de l'association, je dis bien au nom de l'association, des affaires pour leur donner une chambre d'écho un petit peu différente, ce qui permet aussi de pouvoir travailler le dossier d'une manière conjointe, et éventuellement le cas échéant avec les avocats des victimes, et de pouvoir accompagner sur la durée d'une affaire et porter l'affaire, ce qui nous permet aussi de pouvoir travailler avec les services du ministère de la Justice. On n'a pas parlé encore ici des statistiques sur le nombre d'affaires qui font l'objet de condamnation, qui est très très faible. Quand on entend les chiffres du commandant de Pharos, on s'aperçoit que ce qui reste du tamis, au-delà du Oui, et ce que nous disent les tweetos signalement, aussi, qu'on signale, il n'y a voilà. pas forcément de réponse. Mais... Alors sur 2020, moi j'ai trouvé un chiffre de 177 condamnations sur les textes qui concernent le cyberharcèlement pur, ce qui est très faible par rapport à la fois au signalement et aux plaintes. Je vous rappelle qu'il y a un parquet numérique qui s'est créé depuis 3 ans, qui est très efficace, qui est spécialisé et qui est national et qui travaille évidemment avec nous, associations, et la gendarmerie et les services d'enquête. Et quant au doxing, oui, c'est une question essentielle que j'avais abordée au début de mon intervention pour dire que le rôle des associations, c'est de pouvoir travailler sur l'éclairage, sur quelles sont les bonnes pratiques avec les écrans, puisque le but, c'est que Pharos soit au chômage, qu'il n'y ait plus aucun signalement, parce qu'il n'y ait plus de problème de haine et de harcèlement en ligne. Ce jour-là n'est pas encore advenu. Malheureusement. Il y a encore beaucoup, beaucoup de travail. Et quand vous parliez aussi des droits qui sont applicables, donc j'ai entendu la comparaison entre le droit américain et le droit français. Je vous rappelle que parmi les plus grosses plateformes qui aujourd'hui sont fréquentées, elles sont sous juridiction de droit chinois à la base, ou russe, chinois d'abord, ce qui n'empêche pas que le DSA puisse être applicable, puisque le DSA ainsi que le droit pénal permet de pouvoir appréhender des infractions. Mais c'est vrai qu'on est encore sur un autre champ, qui est le fait d'être en confrontation, pas seulement avec le premier amendement qui a été cité de la Constitution américaine sur la liberté d'expression américaine, mais avec un droit complètement différent, qui est le droit chinois, et qui est très très éloigné, on va dire, de la logique qu'on vient de décrire aujourd'hui. Donc en termes de prévention, ça montre bien que le travail amont à la racine est essentiel, avec des technologies qu'il faut qu'on réinvente tout le temps, avec des gimmicks qui permettent de pouvoir rendre les choses ludo-éducatives plutôt que des sermons qui sont verticalisés. On travaille aussi beaucoup avec la gendarmerie, qui fait un travail formidable sur le terrain avec le permis Internet, et on veut pouvoir continuer de faire ce qu'on est en train de dire, c'est-à-dire le fait de dire que chaque institution ou chaque service séparément va avoir un mal fou à pouvoir faire cette mission de travailler sur la prévention, éventuellement sur les poursuites, pour amener à des condamnations. Et lorsqu'on veut élever des affaires d'une manière aiguë, le conseil ici, c'est de faire un travail en triangle entre signaleurs ou victimes, service d'enquête et association. Alors, vous avez parlé du permis Internet qui est fait dans la petite école, je crois, en école primaire par la gendarmerie, et je crois que la police fait quelque chose de tout à fait équivalent pour les zones qui les concernent. Est-ce qu'il y a des modules obligatoires pour les collégiens, les lycéens, pour parler de ces questions? Est-ce que l'éducation nationale a prévu des petits temps, soit en faisant venir des associations, les forces de l'ordre, ou d'autres modules vraiment obligatoires pour sensibiliser les jeunes à tout cela?
Alors, obligatoire, non. Par Au exemple, je programme, crois que la oui. formation au Ce qui- premier secours, c'est tous les enfants, ils passent à un moment donné. Est-ce que là, il ne faudrait pas finalement la même chose, l'obligation d'avoir une sensibilisation sur ces sujets-là, qui sont vraiment le quotidien des enfants et des expositions à des risques? On y est presque, mais aujourd'hui, et puis je pense que Justine pourra également compléter, aujourd'hui on est sur une base, lorsqu'on fait intervenir une association extérieure sur une base volontaire, il y a effectivement dans le programme des dispositions qui aujourd'hui prévoient une sensibilisation, mais on n'est pas sur une certification obligatoire qui ferait qu'on ne pourrait pas passer son brevet des collèges sans avoir la case avec une certification. Par exemple, ce que vous décrivez pour le permis Internet en CM2, il est opportuniste, il n'est pas obligatoire. D'accord. Alors, j'ai fait monter dans la room Alexa. Je crois que vous avez déjà signalé sur Pharos et je crois que vous vouliez intervenir. Je ne sais pas si c'est pour un témoignage ou pour une question. Je ne sais pas si vous nous entendez. Je vous entends très bien. Merci, Madame la porte-parole. Merci aux intervenants, donc commandants et mesdames et messieurs, d'abord pour ces informations très instructives. Veuillez m'excuser. Oui, moi j'ai déjà signalé plusieurs fois d'ailleurs à Pharos en tant que témoin uniquement, c'est-à-dire en fait pas un signalement personnel. J'ai moi-même été, comment dit-on, doxée, harcelée, signalée par des raids, j'appelle ça des raids, hein, venant de personnes qui sont anti-vax, anti-gouvernement, anti-tout. Et j'ai été menacée en DM. Je n'ai pas été menacée physiquement, heureusement, mais voilà. Donc, par contre, là, il y a une main courante et une plainte qui ont été déposées. On verra ce que ça donne. Voilà, bon, peu importe. Moi, alors déjà, par rapport à Pharos, quand je signale, évidemment, je pense qu'il y a deux étapes. Soit on est victime et donc on doit être contacté assez rapidement, soit on est simplement signalant. Auquel cas, il faut bien préciser quand même ce qu'on dénonce, ce qu'on signale. Il faut être parce qu'il faut peut-être c'est ça pour expliquer. Voilà, pour expliquer et pas signaler n'importe quoi, parce que malheureusement, je pense qu'il y a beaucoup de travail, j'imagine, chez Pharos, et que malgré tout, la quantité de signalements doit boucher un peu, si j'ose dire. Donc, moi, je sais que dans le commentaire, je mets soit un screen, soit je reprends une partie du texte, si c'est au moins qui permet de voir si c'est vraiment quelque chose de violent, immédiat ou pas. Voilà, de façon à déjà essayer. Voilà. Et puis ensuite, il faut évidemment, je pense, donner son nom, son adresse, son téléphone, son mail, quelque chose qui permet d'être recontacté si c'est nécessaire. Parce qu'il y a aussi beaucoup de signalements, j'imagine, qui sont faits de manière anonyme. Et donc, forcément, ils auraient, je pense, c'est pas moins de poids, mais moins de facilité ensuite à recontacter. Après, c'est vrai que Pharos, je pense, fait un énorme boulot, mais par contre, on ne le sait pas. Et c'est vrai que ce que j'ai déjà entendu, donc je ne vais pas répéter ça. Ma question, elle concerne plutôt, parce que ça fait 3 ans maintenant qu'on vit avec une pandémie, qu'on vit avec un virus, qu'on a vécu différentes étapes que le gouvernement a mis en place avec l'aval de conseils scientifiques, avec des scientifiques reconnus, et que malheureusement, c'est de pire en pire, des menaces antisémites, des menaces de mort, des harcèlements, des doxines, des véritables menaces de mort, comme on le voit là dans la boucle, parce que moi, je voulais aussi signaler celui-là à plusieurs reprises, Madame la porte-parole, quelqu'un qui est normalement en sursis et qui continue à menacer, mais de manière d'une violence extrême. Donc là, on a l'impression que rien n'est fait. Et là, ça fait quand même très, très peur. Moi, je pose la question parce que j'ai des amis médecins, j'ai de la famille médecin qui ont peur parce qu'ils ont travaillé sur la Covid et qui ont peur. Des femmes, des jeunes femmes qui ont très peur pour leur vie, et des hommes aussi qui ont peur pour leur vie parce que ce sont des véritables menaces. On a leur adresse, on a leurs coordonnées, on a tout. On ne peut pas se permettre de laisser des soignants qui sont là comme la police, comme les pompiers, comme tous ces gens qui sont au service d'autrui. On ne peut pas se permettre de laisser des harceleurs, des menaces pareilles contre ces gens-là, sachant en plus qu'on sait qui ils sont. Là, il y en a un qui signe, mais il y a de l'anonymat, mais en fait, il n'y a pas d'anonymat. On n'arrête pas de le dire. Il y a du pseudonymat, mais il n'y a pas d'anonymat sur les réseaux sociaux, au fond. Oui, mais il y a aussi des gens qui ne sont même pas en anonymat. Je vais parler d'un blog, parce que ça s'appelle plus un journal, étant donné qu'il n'a plus d'agrément presse, d'un blog, de certains professeurs universitaires
de Marseille, de certains professeurs de médecine qui ont énormément de followers et qui font ce que moi j'appelle, je ne sais pas si c'est le terme qui va convenir, est-ce que j'ai appris de quelqu'un, du terrorisme stochastique. C'est-à-dire qu'ils envoient, voilà. Et ça, on a beau se protéger comme on peut, ils savent nous trouver. C'est vraiment très intéressant. Voilà. Alors déjà, merci pour votre témoignage sur votre signalement et un peu vos tips, j'allais dire vos conseils sur comment bien remplir pour que ce soit le plus efficace. Pharos nous dira si c'est effectivement comme ça qu'il faut faire. Et sur votre deuxième question et commentaire, je ne sais pas si Pharos va pouvoir rebondir, mais sachez que le mois prochain, on va faire un space sur la question du complotisme et tout ce qu'on peut voir sur les réseaux sociaux. Et de ce que vous décrivez, je trouve qu'on est un peu à la frontière des deux, entre des choses pénales qui sont sûrement de la compétence de Pharos et aussi donc notamment les menaces et tout ce que vous décrivez, et aussi cette sphère un petit peu complotiste ou qui peut se développer. Donc voilà, si vous voulez être des nôtres aussi le mois prochain pour le Space, ce sera avec grand plaisir qu'on vous laissera de nouveau la parole. Je ne sais pas, Pharos, si vous voulez rebondir sur ce qui a été dit. Oui, c'est très intéressant. Alors, sur le premier volet de la question du propos, effectivement, il faut que les signalants tâchent d'être le plus précis possible, le plus éclairant pour qu'on puisse tout de suite avoir quelque chose, un matériau qui soit exploitable. Après, chacun fait ce qu'il peut. Par ailleurs, je remercie Madame d'avoir fait un appel au public pour ne pas saturer outre mesure, ou en tout cas inutilement Pharos. Je disais tout à l'heure qu'on peut absorber, mais c'est toujours bon de penser à nous et de se demander si une démarche est légitime ou pas. Donc oui, ne nous spammez pas non plus. Mais on est là pour ça, et on a les reins solides, n'ayez crainte. Alors, pour ce qui concerne la deuxième partie du propos, effectivement, on peut se retrouver à la lisière entre deux notions. Tout ce qui relève du doxing, de la menace, de la discrimination tombe sous le coup de la loi, et on ouvre des dossiers d'enquête à chaque fois. Et après, avec qui prospère avec plus ou moins de bonheur. Mais on agit et on réagit parce qu'on a vraiment conscience à la fois que c'est une plaie, ce genre de comportement, et que au niveau des personnes, des victimes, c'est vraiment, vraiment traumatisant. Et je disais tout à l'heure qu'on s'occupait nous aussi des tentatives de suicide, donc je puis vous assurer d'abord que les gens qui composent des équipes voient des horreurs toute la journée, donc ils savent ce que c'est, des horreurs sous la forme d'images ou de propos. Je vous passerai les détails, mais ils connaissent les issues malheureuses qui peuvent survenir. Toutefois, Pharos n'est pas un fact-checker. Et c'est vrai que quand on rentre dans le champ du complotisme, on va sortir de notre périmètre, en tout cas de notre périmètre d'action. Et on n'aura pas nécessairement de levier. On regarde ce qui se passe dans ces sphères-là. On les regarde très attentivement parce que le switch de la fake news aux propos haineux se fait parfois très vite. Donc on est vigilant. Mais je le redis, on ne sommes pas des fact-checkers. C'est très clair, et c'est aussi la raison pour laquelle on a décidé ce space le mois prochain sur la continuité de ce sujet ou le complément de ce sujet sur le complotisme. Ça nous semble important d'en parler aussi. En tout cas, merci beaucoup à vous. Alors, j'ai fait monter dans la room quelqu'un qui va prendre la parole, mais je ne vais pas citer son nom parce qu'il est imprononçable. Shunlcr. Je ne sais pas comment vous appelez, mais en tout cas, vous avez la parole. Oui, bonjour à tous. Merci pour ce space parce que je crois que c'est nécessaire en ce moment avec, je dirais, tout ce qui se passe sur les spaces et Twitter. Moi, ma question, elle est simple. C'est-à-dire que, en gros, moi, je n'ai pas mon nom et mon prénom sur mon compte, je dirais, Twitter. J'ai un pseudo. Donc, bien entendu, on m'a dit que si on a son nom réel et son prénom, c'est plus, si on est diffamé, par exemple, on est diffamé, traité de raciste, d'homophobe et tout ce qui s'ensuit, avec le nom qui apparaît, la personne risque plus. Et au niveau sanction. Mais moi, je ne vais pas porter plainte, je ne vais pas embêter Pharos pour ça, parce que tout simplement, j'estime qu'il y a d'autres personnes à s'occuper avant de me s'occuper de moi. Parce que moi, le fait que j'ai un simple drapeau bleu, blanc, rouge,
c'est comme, je dirais, le ministère, la police, la gendarmerie, bleu, blanc, rouge, on va vous traiter de raciste, de fasciste parce que vous portez les 3 couleurs de la France. Donc, bon, voilà, ça, c'est un petit détail. Mais est-ce que, moi, je ne veux pas vous embêter, je ne veux pas vous saturer, comme j'ai entendu le mot saturation à plusieurs fois, et c'est vrai que, est-ce que quand je fais un truc sur Pharos, on me dit d'aller porter plainte, je dirais, dans un commissariat ou une gendarmerie. Bon, moi, je veux pas de ça parce que je pense qu'il y a d'autres choses beaucoup plus importantes à vous laisser gérer que moi, en plus, voilà, avec un petit tweet où on va me traiter de ci, de ça, ça, voilà. Et puis, je veux pas leur donner l'importance qu'ils ont pas et ne pas leur donner de la visibilité. Mais en revanche, est-ce que si il s'avère que cette diffamation est réelle, est-ce que ce serait bien d'envoyer un petit avertissement en disant, vous avez été averti, la plainte s'avère, je dirais, recevable, faites attention, ça pourrait être, je dirais, très, très intéressant pour la personne en face de dire, mais je peux pas dire n'importe quoi, je peux pas faire n'importe quoi sous prétexte que je suis sur un réseau social. Voilà un petit peu ce que je voulais C'est vous très dire. intéressant, merci pour votre remarque. Alors, il y a plusieurs choses. Vous parlez de la question du pseudonymat et ça vaut peut-être le coup de revenir un petit peu là-dessus. Moi, j'ai la question, ça me suscite la question de est-ce qu'on peut déposer une plainte en ligne aujourd'hui ou une pré-plainte en ligne? Et puis après, cette question, cette idée de l'avertissement, je ne sais pas si c'est des choses qui sont envisageables. Ça fait beaucoup de choses dans le même commentaire. Sur les pré-plaintes en ligne sur ces sujets, je suis peut-être pas le plus à même pour répondre. Il y a des plateformes du ministère de l'Intérieur qui reçoivent des plaintes. Ça peut faire gagner un petit peu de temps et faire des démarches en ligne tout à pour fait. partie, parce qu'il faut quand même aller dans la brigade ou au commissariat, mais ça peut être aussi une solution. Ok. Ça peut être une aide, effectivement. Un petit avertissement, tout ça n'existe pas pour le moment et c'est peut-être compliqué. Alors, non. Ça n'est pas prévu, mais je note le point. Ça peut être une piste de réflexion. Pour autant, on prend beaucoup de mesures. Et alors, c'est transparent pour les internautes parce que on réclame des suppressions, on réclame des blocages, on réclame des déréférencements. Alors les blocages, ça se voit parce que les requêtes sont redirigées, mais des référencements et suppressions, il n'apparaît pas un message sur les comptes de ceux qui ont été touchés par ces mesures, indiquant qu'elles proviennent de Pharos. Finalement, les gens ne voient que ce qui est le plus évident. Donc effectivement, c'est toujours in fine la plateforme qui supprime à notre demande des contenus. Donc, il n'y a pas ce genre de publicité. Très, très intéressant. Merci beaucoup. Alors, j'ai fait monter dans la room Odessa, qui a la parole. Et n'hésitez pas à demander la parole ou à envoyer un DM, parce que ça fait un peu plus d'1 heure qu'on est là. On va encore prendre quelques questions et puis après, on se laissera. Donc, Odessa, vous avez la parole. Bonjour, merci de me donner la parole et merci pour ce space. Je vais être très rapide et je vais tenter d'être très concise. Concernant la haine en ligne, j'ai découvert un phénomène en fait au niveau des spaces. Alors, quand il s'agit des signalements Pharos, moi j'en ai déjà fait, notamment sur des spaces en rapport avec l'antisémitisme. Parce que le problème avec les spaces, c'est que s'ils sont enregistrés, ils sont récupérables. Et il est facile de pouvoir relever les propos. Moi, j'ai une centaine d'heures de space avec des propos antisémites, etc. Moi, j'ai infiltré un groupe antisémite, donc c'est pour ça que je vous en parle. Moi, je suis une petite fan d'enquête, etc. Et notamment les concours de police et de gendarmerie, alors? Ben, c'est fait. Enfin, voilà, c'est en cours. Ah, super. Et voilà, j'ai 42 ans et je passe mon concours, le premier concours interne. Ouais. Et en fait, ce qui se passe, c'est que quand on fait des signalements Pharos, notamment sur les spaces en question, c'est un peu compliqué dans la mesure où il faut les prendre sur le vif. Alors, parce que les spaces, une fois qu'ils sont finis, à moins d'avoir une technique comme celle qu'on a pu trouver, enfin, avec 2 autres personnes sur Twitter, il n'est pas possible de récupérer les spaces, sauf pour l'hôte. Voilà. Mais les co-hôtes, etc., ne peuvent pas. Donc là, vous interrogez la capture finalement de l'élément de preuve, parce qu'on sait que pour avoir une procédure judiciaire, il faut une preuve. Et donc, comment on capture si ce n'est pas enregistré et mis en ligne et disponible pour tous, c'est ça? Ça, c'est la première des questions. Et la seconde, et ça, c'est plutôt une recommandation moi, que je ferai par expérience, parce que j'ai contacté le CRIF, parce que
j'ai pu un petit peu les questionner sur leur manière de faire, etc. Eux-mêmes ont une plateforme de signalement et comme ils disent, c'est pas vain. Et je trouve ça pas mal finalement de s'adresser, de signaler aux associations pour éviter justement d'emboliser, on va dire, la plateforme Pharos et de manière à ce que tout soit centralisé en fait au sein même de cette association et notamment le CRIF, qui est quand même une association qui est connue et reconnue d'utilité publique, etc., qui est très très sensible justement sur les propos antisémites, etc. Et je trouve ils ont leur plateforme de signalement. Alors c'est trouvable sur leur site. Et je trouverais ça pas mal finalement de pas emboliser Pharos et de plutôt s'adresser à ces associations qui, elles, feront remonter ça au niveau de la plateforme Pharos. Un peu comme le fait e-enfance dans son domaine avec les jeunes et les accompagnants, les parents finalement. Exactement. Voilà, je vous remercie. Très intéressant. Merci beaucoup à vous. Alors, je ne sais pas si les associations, justement, qui ont ce lien privilégié Pharos et qui parfois se font l'intermédiaire veulent intervenir, ou Pharos aussi d'ailleurs. Pour Pharos, si je peux avoir la parole un petit instant, effectivement, ça peut être une modalité très judicieuse, notamment concernant certaines infractions comme celle qui a été décrite, d'avoir l'appui d'une association, et plus particulièrement dans ce cas de figure où madame, qui, je n'en doute pas, lorsqu'elle aura réussi les concours, viendra présenter une candidature à Pharos, et on l'accueillera. En plus, elle a l'air déjà d'avoir des connaissances. Il n'y aura peut-être pas trop à la former, oui. Non, mais effectivement, si cette Twittos a à sa disposition une quantité assez importante de contenu, de sujets, le pré-tri par une association, le regard d'une association, et je pense pas que celles qui sont représentées ici me démentiront, effectivement, avec des techniciens, des juristes, enfin des gens de l'art, peut être intéressant, et avec du conseil. Ça peut être une solution, et la citation directe et la constitution de partie civile, comme je disais plus tôt, qui peut aller au-delà même de la partie signalement pour aller accompagner ces victimes tout au long de leur tribulation judiciaire qui peuvent être très longues avec l'appel, etc. Mais l'un n'est pas nécessairement exclusif de l'autre. Exactement. Juste si je peux prendre la parole également pour apporter peut-être une précision en termes de moyens d'enquête, parce que c'est pas forcément quelque chose qui effectivement est connu au niveau du grand public, mais les services d'enquête et notamment l'office que je représente disposent de moyens d'enquête qui sont poussés notamment sur ce type de groupe de discussion. L'objectif étant effectivement de pouvoir les infiltrer, alors ce que fait la personne qui l'évoque, mais en tout cas de les infiltrer légalement, c'est-à-dire avec une autorisation du magistrat, avec des limites qui sont celles effectivement de ne pas commettre ou ne pas pousser à commettre des infractions, mais qui nous permettent en tout cas à nous, officiers de police judiciaire, de constater directement les infractions, de constater également les profils qui commettent ce type d'infraction et de lancer tout de suite les investigations qui sont nécessaires, d'une part pour geler la donnée, parce que ça c'est véritablement fondamental aujourd'hui, parce qu'on le dit, cette donnée qui est échangée sur Internet, elle est avant tout une donnée qui est véritablement volatile, parce qu'elle est facilement, on peut facilement la supprimer, soit volontairement par l'internaute, soit par l'effet de la modération, tout simplement, qui existe sur ce type de plateforme. Et donc, il faut à tout prix, effectivement, qu'on réalise des constatations qui soient rapides. Et les techniques d'enquête qui sont les nôtres aujourd'hui et qui nous permettent d'infiltrer légalement ce type de groupe de discussion sont quand même des techniques qui sont efficaces aujourd'hui et qui nous ont permis de conduire des dossiers d'enquête et qui ont permis d'aboutir à des condamnations, y compris pour des gens qui étaient sur des groupes, y compris sur des groupes qui sont des groupes privés de discussion. Et ça, c'est important aussi parce qu'il y a cette notion de publicité dans les propos qui sont tenus, mais ça permet aussi d'aboutir à des condamnations, y compris lorsqu'on est sur des groupes qui peuvent être des groupes privés. Intéressant. Alors, j'ai une question de Monsieur Vance qui demande s'il existe des métiers ou des actions de bénévolat type réserve civile pouvant aider l'équipe Pharos. Alors, je pense que c'est une très bonne question. Moi, j'ai en tête aussi de ce qui se fait notamment en situation de crise où il y a le réseau Visov qui vient en renfort sur les réseaux sociaux pour aider en termes de veille les autorités. Est-ce que là, il y a des systèmes pour venir aider de manière bénévole ou réserviste
les équipes de Pharos, ou alors c'est le milieu associatif, des associations type e-enfance, Respect Zone qu'il faut rejoindre? Alors, à ce stade, tel qu'a été configuré Pharos, nous n'avons dans nos rangs que des personnels dits actifs, policiers ou gendarmes, parce qu'ils vont avoir à mener des actes de constatation, préservation, enfin, voilà, fonctionner, si je puis dire, comme des policiers ou des gendarmes dès le début. En revanche, nous travaillons de concert avec de nombreuses associations, dont celles qui sont, dont au moins une de celles qui est représentée ici. Nous avons signé 94 à ce jour conventions avec des structures publiques ou privées, et notamment associatives. On a, si je puis dire, là un backup qui est très très intéressant. Mais pour ce qui est de notre quotidien en matière de constatation et de veille, on fait par nous-mêmes en l'état actuel des choses. Mais avec le renfort et le concours, le concours très très précieux d'associations telles que e-enfance, Point de Contact et d'autres, qui ont eux aussi leurs équipes et on se parle. Alors, Monsieur Vance, si vous voulez aider en termes de lutte contre la violence numérique, il faut plutôt rejoindre des associations. On comprend bien ce que nous a dit Pharos. Et d'ailleurs, je me tourne vers e-enfance et Respect Zone. Est-ce que vous recrutez des bénévoles? Comment on peut venir vous aider, vous rejoindre pour être écoutant, pour être bénévole peut-être de manière plus générique? En ce qui concerne en tout cas e-enfance et le 30-18, effectivement, on peut accueillir des bénévoles. Après, c'est vrai que en tout cas sur le 30-18, ça nécessite évidemment un temps de formation quand même assez important. Ça doit pour être complet, j'imagine en plus. Exactement, pour être en capacité de gérer des aspects à la fois psychologiques d'accueil de victimes, effectivement juridiques, de qualification, d'avoir en même temps une aisance sur les outils numériques. Il faut vraiment avoir un goût pour ça et pour écouter aussi, pour aider la personne. Pour écouter, mais il faut aussi avoir des compétences également numériques, c'est-à-dire qu'il faut être capable de répondre en direct à un adolescent de 14 ans qui sur Snapchat est victime de violence numérique. Il faut être capable exactement de se représenter sa situation et de l'aider à le conseiller. Donc c'est vrai que c'est un croisement de compétences qui n'est pas évident. Donc évidemment, on a besoin de ressources, ça c'est évident tous les jours. Donc on accueille avec plaisir les volontariats, mais c'est vrai que faut savoir qu'on s'engage dans un temps de formation et du coup un engagement à nos côtés qui va forcément être un peu dans la durée. Mais toutes les bonnes volontés sont évidemment accueillies avec grand plaisir. Je viens de le dire et de rappeler ce numéro, le 30-18, le numéro contre les violences numériques, qui est vraiment le cœur du soutien qui peut être apporté pour ces jeunes victimes de violences numériques. Merci beaucoup. Alors, Respect Zone, vous êtes une toute petite équipe. Respect Zone, oui, pareil. Nous sommes toujours friands de bénévoles et de stagiaires et d'écoutants. Justine l'a très bien dit, ça nécessite une formation, on ne peut pas s'improviser aidant. On a aussi, pour ceux qui sont intéressés par la chose du droit, une clinique juridique qui est animée avec Paris Dauphine et on travaille aussi avec des juristes bénévoles qui travaillent sur des fiches juridiques, ce qui nous permet de pouvoir les mettre à jour, de pouvoir travailler sur le plaidoyer. On a aussi une veille informationnelle, ça veut dire que si quelqu'un est chez lui ou chez elle et a envie de répondre à une demande de veille informationnelle sur une thématique donnée, on est aussi très intéressé. Donc là, il n'y a aucune formation particulière et on a aussi besoin de personnes pour venir aider dans les différents territoires pour toutes les demandes qui sont faites sur la partie terrain, post-formation bien sûr. Et là, on est toujours intéressé, y compris souvent par des parents qui veulent être impliqués au-delà même de la classe de leur enfant. Et on sera toujours bienveillant avec les demandes en écrivant à info@respectzone.org. Eh bien, Monsieur Vance, je crois que vous avez là 2 belles pistes pour devenir bénévole et aider dans ce domaine de la sécurité numérique, de la lutte contre la haine en ligne. Alors moi, je veux faire peut-être 2 petites pages de réclame pour terminer ce space avec 2 autres acteurs avec qui on travaille beaucoup. D'abord, Cybermalveillance, qui est un super site internet, qui est vraiment une plateforme avec plein de conseils. On est plus sur vraiment la cybermalveillance, donc les
les fraudes en ligne ou les arnaques en ligne, mais ils sont vraiment très très complets, ils sont hyper aidants et ils ont cette approche vraiment de rendre service aux socionautes. Donc je voulais leur faire une petite page de pub et une association aussi avec laquelle on travaille beaucoup, qui a quasi exclusivement, je crois, des femmes en son sein, l'association Stop Ficha, qui travaille vraiment contre le cybersexisme et qui fait vraiment un travail fantastique, y compris avec notre ministère et avec le ministère de la Justice. Et ils ont d'ailleurs sorti un livre qui est super bien fait, qui s'appelle « Combattre le cybersexisme », où on revient sur tous les types d'infractions, on explique avec des exemples, on explique aussi les textes de loi, la caractérisation juridique qui des fois est très complexe. Et même, il y a des explications très claires sur les mots en anglais qui parfois nous dépassent tous. Donc voilà, je pense que ça s'adresse en plus à des gens de tout âge, des jeunes qui veulent mieux comprendre les infractions et des plus anciens qui ne les comprennent peut-être pas. Et donc voilà, un petit coup de pub aussi à Stop Ficha qui fait vraiment du bon travail. Mais écoutez, ce space aura duré plus d'1 heure et demie. On le retrouvera donc en ligne, comme je le disais, pendant 30 jours. Je pense qu'on en refera parce qu'il y avait encore des questions, mais c'est vrai que ça fait un petit moment qu'on est déjà tous ensemble et on va rendre l'antenne. Mais on voit à quel point ce sujet est important, donc on y reviendra. Le mois prochain, on parlera donc du complotisme et on parlera aussi un peu plus tard dans le printemps de la lutte contre toutes les atteintes aux enfants, qui est vraiment aussi un sujet important. Et on fera aussi, je crois, un space sur la lutte contre les discriminations. Je pense qu'on a aujourd'hui évoqué plein de ces sujets, mais on voit bien que sur les réseaux sociaux, c'est quand même le cœur des problèmes. Donc c'est important d'en reparler, de continuer à lutter chacun à notre niveau. En tout cas, merci vraiment à tous les intervenants qui se sont rendus disponibles et à tous ceux qui ont participé et qui ont posé des questions et qui nous ont écoutés. Et écoutez, je vous dis à tous un grand merci et à très bientôt le mois prochain. Bonne fin de journée à tous et puis à bientôt. Merci beaucoup, au revoir. Merci, au revoir. Au revoir.